mon estomac s'est noué à l'approche de l'entrée du restaurant. J'étais incertaine de pouvoir avaler quoi que ce soit. Au moment précis où j'allais saisir la poignée, une rafale de vent a emporté mon parapluie. Une partie de l'eau qu'il avait recueillie, en raison de sa qualité déplorable et de son inutilité quasi totale, a éclaboussé mon visage et mes cheveux, auxquels j'avais consacré des heures ce soir-là. Le portier a ouvert la porte tandis que je luttais, me déséquilibrant presque. S'excusant, il a pris ma main et m'a aidé à me stabiliser. J'étais persuadé que ma coiffure était ruinée. Soupirant, je l'ai dépassé pour me diriger vers le pupitre de l'hôtesse. Le Prime Angus Steakhouse était l'un des restaurants les plus prisés de la ville des Vents, qui était notre ville natale ou peut-être, juste la mienne. Je devais découvrir ce que la soirée allait révéler, et j'espérais pouvoir prononcer à nouveau le mot « nous » une fois tout cela terminé. Ce n'était pas Jeanne et Georgette, mais Josh se souvenait que j'avais toujours rêvé de dîner ici, même après tout ce temps. « Monsieur et Madame Conrad », ai-je dit au maître d'hôtel lorsqu'il a levé les yeux. Table pour 4, 7h30. Ah, c'est Ellis et Joshua, a-t-il répondu joyeusement. Un instant, s'il vous plaît. Nous allons vous installer dans quelques instants. Le restaurant était connu pour utiliser les noms complets dans son système de réservation, ce qui était à la fois amusant et étrangement réconfortant d'entendre à nouveau nos noms prononcés ensemble dans la même phrase. Ma coiffure était peut-être ruinée, mais aucune tenaille n'aurait pu effacer mon sourire. On m'avait dit que Josh n'était pas encore arrivé, mais l'hôtesse m'a tout de même conduite à notre table. 5 minutes plus tard, je sirotais du vin blanc. J'avais voulu surprendre mon mari en commandant sa boisson préférée à l'avance, mais j'ai changé d'avis, pensant que cela pourrait paraître présomptueux ce soir. Je ne voulais rien dire ni faire qui puisse compromettre ce qui pourrait être une joyeuse réunion. Alors que j'attendais avec impatience de revoir Josh pour la première fois depuis presque un an, je me suis souvenu des meilleurs moments, des moments vraiment merveilleux, de notre relation. Josh et moi nous étions rencontrés une semaine après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Mon père m'avait aidé à décrocher un emploi dans un grand cabinet comptable. Josh est devenu un client important après le décès prématuré de ses parents et un héritage considérable, sans parler d'un fonds en fiducie. Notre cabinet gérait ce fonds, et nous étions profondément impliqués dans la distribution des actifs qu'il avait hérités. À l'époque, je n'avais rien à voir avec les finances de Josh, je n'étais qu'une comptable débutante. Nous sommes tombés amoureux au premier regard, avons commencé à sortir ensemble, et nous nous sommes mariés 15 mois plus tard. En fait, c'est mon cabinet qui avait recommandé la rédaction d'un contrat prénuptial, qui a été examiné et approuvé par toutes les parties concernées. Ce que j'aimais le plus chez mon mari, c'était son charisme et son énergie. Sa personnalité correspondait parfaitement à la mienne. Dans ces premières années, avant et après notre mariage, nous pouvions parler de tout. Sa façon d'expliquer les choses, la passion qu'il dégageait, tout cela me le faisait voir comme un homme bien plus mûr que son âge. Je me suis soudain souvenu de la nuit où tout s'est terminé, la nuit où Josh s'est muré dans le silence. C'était arrivé le jour de la Saint-Valentin l'année précédente, et c'était entièrement de ma faute. Pendant les 3 premières années, Josh et moi avions vécu une relation de conte de fées. Amour, sexe, amitié où nous avions tout, et j'étais satisfaite. Satisfaction. Ce mot a commencé à me hanter. Même à me poursuivre. La mouche dans mon pot de miel s'est avérée être un certain Brett Stratton. Il était également un client fortuné de mon cabinet, et lorsque je l'ai rencontré, j'étais déjà en voie de devenir associé junior. Nous connaissons tous la suite de cette histoire. Bon sang, même à l'époque, je savais exactement où cela allait mener, et pourtant, j'ai foncé tête baissée et j'ai succombé. Le léger flirt a fait vibrer en moi un frisson d'anticipation. M'habiller mieux, plus sexy, les jours où je savais qu'il serait au bureau a rendu ce frisson encore plus intense. Refuser son invitation à déjeuner la première fois a ajouté autant d'excitation au jeu que d'accepter finalement. Puis les légers contacts sur ma main ou mon genou ont fait passer le jeu et le risque à un tout autre niveau. J'avais tout sous contrôle, jusqu'à ce que je ne l'ai plus. Josh était tout aussi enthousiaste que moi à l'idée de la fête de l'entreprise. Après tout, il connaissait beaucoup de gens là-bas. Au moment où nous nous sommes mariés, Josh avait déjà fait passer son hobby de breveter des outils à la vitesse supérieure. Et juste une semaine avant la fête, nous avions fait une démonstration inattendue pour une entreprise à Londres. Quant à mon mari, je n'avais aucune raison de douter de lui. Il m'avait même encouragé à profiter de la fête, mais pas trop. Il avait promis de passer vers minuit pour s'assurer que tout allait bien. Je savais que cela signifiait quelque chose de plus,
mais je ne pensais pas qu'il avait de réelles raisons de me soupçonner de quoi que ce soit d'inapproprié. Ce soir-là, Brett a rempli mon verre. Mais pour être honnête avec moi-même, j'avais déjà envisagé une probabilité de 30% que, dans les bonnes circonstances, quelque chose puisse se passer entre nous. Peut-être que cela se serait terminé par un simple baiser. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais jamais totalement exclu le sexe. Dans cette salle de conférence sombre, porte close et rideaux tirés, j'ai goûté pour la première fois à l'infidélité. Le sexe était incroyable, vraiment génial, époustouflant. Si ça n'avait pas été le cas, je ne serais probablement jamais retourné à cette source. J'étais surprise que personne du personnel ne semble remarquer notre absence lorsque nous sommes revenus à la fête près d'une heure plus tard. Je ne me sentais pas coupable, pas avant de monter dans la voiture et de rentrer chez moi à toute vitesse, arrivant juste 4 minutes avant que Josh n'appelle. « Madame, dit le serveur, me ramenant au présent, attendez-vous toujours votre invité ?» J'ai froncé les sourcils et jeté un coup d'œil à mon téléphone. Josh était déjà en retard de 20 minutes, même en dépassant le délai de courtoisie. Je me suis excusé auprès du serveur et j'ai décidé de commander un apéritif pour nous deux afin d'éviter une situation embarrassante. Je commençais à me demander où il était. Une pensée fugace m'a traversé l'esprit, une pensée que j'ai rapidement refoulée au plus profond de ma conscience. Avec un frisson perceptible, mon esprit est retourné à ces semaines fatidiques après la fête. Josh avait appelé à minuit pile, comme il l'avait promis. Je me suis ressaisi et j'ai mené la conversation, et au moment où nous nous sommes dit bonne nuit, j'étais convaincu qu'il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait. Allongé dans mon lit cette nuit-là, j'ai pensé au pétrin dans lequel je m'étais fourré. Il n'y avait pas eu de rayon de contrôle mental extraterrestre, pas de perte soudaine de fonction cérébrale. Je savais exactement ce qui s'était passé et, pour la plupart, pourquoi. Quand j'ai pensé au sexe incroyable que je venais d'avoir et à tout ce qui y avait conduit, mon esprit a commencé à s'éclaircir. J'étais certaine que je devais revoir Brett, peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois de plus, mais que ça s'arrêterait là. Je me suis convaincu que c'était quelque chose juste pour moi, quelque chose de séparé de ce que Josh et moi avions. Je l'ai écarté comme un chiffon, comme le font la plupart des personnes infidèles lorsqu'elles sont dans une relation sérieuse. Je savais aussi que Brett ne représentait rien pour moi, du moins pas comme mon mari. La fois suivante où Brett et moi nous sommes rencontrés, c'était après un de nos déjeuners, en plus d'une autre session de sexe incroyable. Il m'a donné un téléphone jetable. Brett connaissait Josh, ou du moins avait entendu parler de lui. Ils s'étaient croisés lors de 2 événements différents, organisés par des entreprises distinctes, où employés et clients étaient présents. Ils étaient tous deux conscients de la richesse de l'autre. Avec le recul, Brett était peut-être un peu envieux que la fortune de Josh soit bien plus importante que la sienne, mais il ne l'a jamais montré ouvertement. De la fête de Noël au début du mois de février, Brett et moi avons été ensemble 3 fois, et pas une seule fois le nom de Josh n'a été mentionné ni avant, ni pendant, ni après nos conversations au lit. Je m'étais fait une promesse, 3 fois, et c'est tout, donc j'aurais dû y mettre fin. Si je l'avais fait, tout aurait pu se passer différemment. La goutte d'amertume dans mon tonneau de miel est arrivée sous la forme d'une véritable intrusion. 2 jours seulement avant la Saint-Valentin, Brett m'a envoyé un SMS depuis le téléphone jetable, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Habituellement, il appelait pendant les heures où j'étais au travail. Cette fois, il voulait passer quelques heures avec moi le jour de la Saint-Valentin. Je lui ai immédiatement dit non, mais il a insisté, a presque supplié. Il m'a demandé de me renseigner sur mes projets avec Josh et à quelle heure. Il m'a assuré que nous nous rencontrerions dans ses limites et que je serais à la maison à l'heure. J'ai résisté. J'ai trouvé des excuses même pour les choses les plus évidentes. J'ai joué son jeu, et je savais aussi, avant même de le dire à voix haute, que j'allais céder. Tout en moi criait de ne pas le faire, mais j'ai ignoré cette voix et j'ai jeté le bon sens par la fenêtre. Il n'y a pas eu de sexe ce jour-là. Je me suis excusé auprès de Josh d'avoir travaillé quelques heures supplémentaires et j'ai promis que cela n'interférerait pas avec notre soirée spéciale. Brett et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant chic du côté sud, loin de chez moi. Mon seul cadeau ce soir-là a été un collier très cher, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, et cela m'a fait sortir de mon conte de fées. Brett était tombé amoureux de moi, et c'était quelque chose que je ne pouvais pas permettre. J'ai refusé le cadeau, ce qu'il n'a pas très bien pris. Nous nous sommes disputés jusqu'à ce que nous commencions à remarquer les regards du personnel et des clients autour de nous. Puis il m'a supplié avec passion, et j'ai répondu avec une longue liste de raisons pour lesquelles nous ne serions jamais un couple.
En conséquence, nous sommes arrivés au restaurant 20 minutes plus tard que nous n'aurions dû. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai paniqué et j'ai ordonné à Brett de me ramener au bureau pour récupérer ma voiture. Maintenant, j'allais arriver 45 minutes plus tard que ce que j'avais promis à Josh. Peut-être aurais-je pu sauver la soirée, et tout se serait terminé tranquillement, sans que personne d'autre que Brett et moi ne connaisse jamais la vérité. Si ce n'était pas à cause du pneu crevé, nous n'aurions jamais été pris en enfin, cela est cette application maudite de suivi des appels. À ce jour, je n'ai aucune idée de comment ou de ce qui a causé la crevaison. Il pleuvait, et Brett s'échinait désespérément à changer le pneu lui-même, inquiet de mon retard et de ce qui pourrait arriver. Au moins, il était bien intentionné, mais il n'avait clairement jamais acquis cette compétence de base essentielle. Et puis, 40 minutes plus tard, lorsque j'ai entrevu, à travers le pare-brise embué, le visage meurtri de mon mari qui me fixait à travers les traînées de pluie, j'ai eu l'impression que ma vie prenait fin. Et je ne le dis pas au sens figuré. J'ai eu le sentiment qu'un temps considérable s'était écoulé, mais en réalité, il ne s'est probablement passé que 30 secondes avant que Brett ne remarque que Josh était simplement là, planté. J'ai supposé, bien que je ne l'ai jamais vérifié avec certitude, que Brett s'est rapidement déplacé à l'avant de la voiture, tentant d'inventer une sorte d'excuse. Quelle que soit l'explication qu'il a fournie, elle n'a pas été entendue. Josh n'a pas quitté mes yeux des siens jusqu'à ce que Brett ait fini de parler, et puis, sans prévenir, mon mari l'a frappé violemment au visage, projetant Brett sur l'asphalte froid. Cela m'a finalement secoué et fait réagir. J'ai bondi hors de la voiture. Josh m'avait déjà tourné le dos lorsque je l'implorais d'arrêter. Accroupi pour aider mon amant, Brett était tombé sur la chaussée mouillée, et son costume à $5000 était complètement ruiné. Voyant qu'il était indemne, j'ai couru après mon mari jusqu'à ce que je sente quelqu'un saisir mon bras fermement, me retenant sur place. « Laisse-le tranquille », dit Brett d'une voix ferme mais douce. « Il a besoin d'une minute ou d'une journée, et pour l'instant, il n'est pas d'humeur à te parler. Si j'étais lui, je voudrais être seul. » Le regard dans ses yeux me disait qu'il était astérisque lui, après la façon dont j'avais traité son cadeau et ses sentiments pour moi. « Je dois aller le voir », ai-je crié. « Laisse-moi partir. » Brett percevait la situation telle qu'elle était réellement. Il était le seul d'entre nous trois à ne pas être perdu dans un fantasme. Il a relâché mon bras et a secoué la tête. « Alors vas-y », dit-il avec un avertissement. « Mais ça ne te servira à rien. Prends tes affaires dans la voiture et appelle un taxi. Je vais aux urgences pour voir si ma mâchoire est cassée. » J'ai remarqué le maître d'hôtel qui s'approchait de ma table et j'ai été ramené à la réalité, loin de mon souvenir de ce fiasco de Saint-Valentin passé. Ces gens étaient impatients. « Madame, commença-t-il, puis-je vous demander le numéro de téléphone de votre invité? Peut-être que je peux l'aider ou vérifier que tout va bien. » Astérisque, oh mon Dieu, astérisque, pensais-je. Que se passe-t-il? Mais j'ai réalisé qu'il m'observait probablement et se demandait pourquoi je n'appelais pas ou n'envoyais pas de message à mon mari. Non, répondis-je fermement. Il est déjà en route. Je viens d'avoir de ses nouvelles. J'ai ramassé mon verre vide et l'ai fait doucement tourner dans ma main. J'en prendrai bien un autre, s'il vous plaît. La serveuse qui se tenait juste derrière lui s'est éclipsée en un instant. Mes pensées ont dérivé vers le passé. La course en taxi avait duré près d'1 heure. Quand je suis rentré, la maison était sombre, et j'ai eu froid. Josh n'était pas là. Ce n'était pas surprenant. Brett avait raison. Josh avait besoin de temps. Étrangement, j'ai réalisé que moi aussi. Pour formuler les réponses à certaines questions très difficiles que je savais que mon mari finirait par poser. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer, pas même une seule fois, c'est que Josh ne rentrerait pas à la maison. La dernière fois que je l'ai vu, il sortait de notre quartier, une petite zone peu bâtie de maisons modestes. Je rentrais moi-même, je n'avais donc aucun moyen de faire demi-tour et d'essayer de le rattraper. Quand je suis revenu, j'ai découvert que toutes ses affaires avaient disparu. Il avait dû faire appel à des déménageurs pendant que j'étais au travail. Au début, j'ai sangloté, puis je me suis mis en colère. Comment pouvait-il me quitter comme ça sans même m'en parler? Je lui ai envoyé un message émotionnel et plein de suffisance. Il n'a jamais répondu. 2 jours plus tard, j'ai décidé d'essayer de le retrouver et peut-être d'en parler à mes parents. Ma propre sœur et sa sœur, aussi. Ma sœur Sheila a été dévastée quand elle a répondu au téléphone. « Comment as-tu pu, espèce de misérable » a-t-elle hurlé dans le combiné. J'aimais cet homme.
Il était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et c'est comme ça que tu l'as remercié? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a été la première messagère. Beth, la sœur de Josh, a été bien pire. Qu'est-ce que tu peux bien me vouloir, espèce d'adultère? Ce sont les premiers mots qui sont sortis de sa bouche. Pas de bonjour, pas de salutation d'aucune sorte. Je veux savoir où il est, ai-je dit fermement. J'ai besoin de m'excuser et de réparer les choses. Bonne chance avec ça, idiote, a-t-elle répondu amèrement. Je t'aimais comme une sœur. Pourquoi me dire ça? Je pensais vraiment que tu étais la meilleure chose dans sa vie. N'importe quoi. Je ne sais pas où il est. Il m'a seulement envoyé un message à propos de ce qui s'est passé, sans détail, et a dit qu'il me recontacterait. Mais il avait besoin de temps pour repenser sa vie. Quand j'ai rappelé 3 semaines plus tard, Beth a dit qu'elle savait où il était, mais qu'elle ne me le dirait jamais. Elle a dit que son meilleur conseil pour moi était de laisser les choses telles qu'elles étaient et soit de garder espoir, soit de demander le divorce. Après avoir parlé avec mes parents et subi leur déception, je me suis retrouvé à réfléchir seul. Étais-je vraiment une personne si terrible? Bien sûr, je connaissais la réponse à cette question, même s'il m'a fallu plusieurs mois de thérapie pour l'accepter pleinement. Pendant cette période, je me suis fait la promesse de patienter. Je ne demanderai pas le divorce. Je m'engageais aussi à respecter un vœu de chasteté. Cela a duré jusqu'à la mi-avril. Barrett gardait ses distances et était visiblement sur les nerfs. J'ai supposé qu'il s'inquiétait pour mon mariage et qu'il essayait peut-être aussi de se protéger. Le jour où j'ai interrogé mon chef d'équipe à son sujet, j'ai appris que Brett avait manqué une réunion la semaine précédente en raison d'une hospitalisation. Sincèrement inquiète, j'ai trouvé l'hôpital où il se trouvait et suis allé lui rendre visite. Il m'a dit qu'il avait été agressé. Je ne pensais pas qu'il le croyait vraiment, et moi encore moins. Mais je n'ai pas discuté. Ces derniers mots ont été particulièrement cruels. Alice, a-t-il chuchoté d'une voix rauque, sa voix éraillée par une blessure au cou, je préférerais ne plus jamais te revoir. Le dîner était un fiasco, tout comme ma Saint-Valentin. Astérisque que le diable l'emporte astérisque, pensais-je. Pourquoi? Pourquoi m'inviter à le rencontrer ici, si c'est uniquement pour m'humilier? J'ai remarqué le maître d'hôtel qui parlait à un serveur, probablement pour discuter de la manière de me traiter avec plus de délicatesse. Près d'1 heure s'était écoulée depuis que je m'étais assise à cette table. Je me suis tourné vers la fenêtre, essayant de trouver une façon de partir avec au moins un semblant de dignité. L'averse avait commencé il y a environ 1 heure. Malgré la pluie, quelque chose a attiré mon attention. Dans le café éclairé en face, une blonde saisissante aux cheveux presque blancs regardait amoureusement son amant, lui tenant la main sur la table. J'ai reporté mon regard sur l'homme, et mon cœur a failli s'arrêter. C'était mon mari, Josh. Ou peut-être que non. Cet homme avait une barbe soignée. La pluie tambourinait contre la vitre. Je l'ai observé attentivement, espérant désespérément me tromper. Il riait et flirtait. Visiblement en couple, ils ont rompu le contact visuel et lâché leurs mains. Puis l'homme s'est tourné vers la fenêtre et m'a regardé droit dans les yeux. J'en étais sûr. J'ai bondi de ma chaise, courant sous le coup de l'émotion et de l'adrénaline. Sac à main. Vestiaire. Attrapant mon portefeuille, j'ai traversé la salle à manger en courant. Récupérer. J'ai tendu ma carte de crédit au maître d'hôtel et, en sortant, je lui ai demandé de me faire payer la queue de homard, promettant de revenir signer le reçu. Bien sûr, quand je suis entré dans le café, ils étaient partis. À ce moment-là, j'étais convaincu que c'était son plan depuis le début. Il devait être prêt à partir, attendant juste que je fasse mon geste pour m'humilier. Jamais de ma vie je ne m'étais sentie aussi désespérée et honteuse. Alors que je ressortais sous la pluie, un serveur est venu me rendre ma carte de crédit, le reçu et le téléphone que j'avais oublié sur la table. Un regard de plus, rempli de pitié, un regard qui, après tant de mois, me parut plus léger que la pluie, et un bonne chance murmuré d'une voix atone. Je suis retourné dans le hall du steakhouse et j'ai appelé un taxi. Il était un peu plus de 8h30. Sur le chemin du retour, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter à une boutique de spiritueux et je lui ai donné $20 de pourboire pour qu'il entre et m'achète quelque chose pour tenir le coup toute la nuit. L'argent était encore le moindre de mes problèmes. J'ai réussi à me contenir jusqu'à ma porte, mais une fois à l'intérieur, les vannes ont cédé. J'avais placé tant d'espoir dans cette soirée.
des espoirs de réconciliation et d'amour. Tant d'autres fantasmes que j'avais créés dans mon esprit. Au lieu de cela, j'étais seule, mouillée, frigorifiée et tremblante. Il ne reviendrait pas. Je n'aurais jamais la chance de m'expliquer ou de m'excuser pour ce que j'avais fait. Pire que tout, il avait trouvé quelqu'un d'autre. La réalisation de combien cela sonnait pathétique, même dans ma propre tête, a provoqué une nouvelle vague de larmes. Je suis allé dans la cuisine et j'ai pris le tire-bouchon dans le tiroir. Mais je l'ai reposé et j'ai fouillé dans mon sac pour prendre la bouteille de vodka à la place. Le vin pouvait attendre. Vivre seul et rester chaste pendant 1 an était mon propre choix. J'ai accepté la solitude et les mêmes embrassé avec une étrange forme de soulagement. Mes parents, ma sœur, mes collègues et même quelques amis avec qui j'étais resté en contact depuis l'université ont tous essayé de me convaincre de passer à autre chose. Seule ma thérapeute s'est démarquée du lot. Elle a clairement indiqué qu'être seule et comprendre pourquoi j'avais détruit mon mariage était loin d'être la pire chose qui puisse arriver. Bien mieux, me disait-elle, que de se précipiter dans une autre relation vouée à l'échec. Ce soir-là, alors que je me versais mon 3e verre de vodka, le sentiment était complètement différent. J'étais vraiment seul. Encore plus que lors de cette nuit fatidique où je suis rentré à la maison et où j'ai découvert que Josh était parti. Bon, ça suffit. Il est temps d'enfiler mes culottes de grande fille et de passer à autre chose. La sonnerie m'a fait sursauter. Que pouvait encore m'apporter cette nuit? Quoi de plus pourrais-je supporter? C'était un livreur. Il portait même une sorte d'uniforme. J'ai signé, et il m'a remis un colis emballé dans du papier Kraft brun uni et un bouquet de roses noires. Mon cœur s'est de nouveau serré. J'ai posé les 2 objets sur la table de la cuisine et je les ai examinés attentivement. La première chose que j'ai remarquée, c'était les roses. Elles n'étaient pas noires, genre teinte. Elles étaient noires parce qu'elles étaient littéralement mortes. Desséchées. Des roses rouges en pleine décomposition. Très probablement le même bouquet que Josh tenait dans sa main gauche il y a 1 an. Planté là, abasourdi et brisé, me regardant assise sur le siège passager. J'avais besoin de réfléchir. Josh avait organisé toute la soirée selon ses conditions, manifestement planifiées et minutées. Il fallait que cela change immédiatement. J'ai récupéré mon téléphone et parcouru les messages jusqu'à ce que je repère le numéro inconnu à partir duquel Josh avait envoyé son invitation à dîner. Puis, j'ai tapé, effacé, et retapé jusqu'à ce que le message que je voulais vraiment envoyer soit composé. Mission accomplie. Une question. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La réponse est arrivée presque instantanément. Un cadeau. J'ai décidé de ne pas continuer à jouer à ce jeu. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a basculé directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé, avec le même résultat. Je me suis adossé à ma chaise pour rassembler mes pensées et j'ai fini mon verre de vodka. Bien sûr, j'ai tapé. Il lui a fallu environ 1 minute pour répondre. Je ne mens pas. Tu ne le sauras jamais si tu ne l'ouvres pas. Zut. La boîte était du type de celle que l'on utilise habituellement pour les chemises ou les pulls. À l'intérieur se trouvait la fameuse enveloppe épaisse en papier manille. En l'ouvrant et en y plongeant la main, redoutant déjà son potentiel contenu, plusieurs photos glacées de 13 sur 18 cm ont glissé sur la table. Il y avait mon mari avec une blonde du café. Ils se tenaient côte à côte, vêtus de façon décontractée, leurs photos ayant été prises avec le Grand Canyon en arrière-plan. J'ai failli étouffer un sanglot. Josh et moi avions toujours eu l'intention de visiter cet endroit après la naissance de notre premier enfant. Sur une autre photographie, le physique parfait de la blonde était capturé dans un bikini à peine visible quelque part sous les tropiques. Elle incarnait la perfection, jusqu'à ses adorables petits pieds. Je me suis soudain senti trop anéanti pour même ressentir de la jalousie. Cela se manifesterait probablement plus tard. Sur les photos restantes, ils étaient représentés en train de se livrer à diverses activités ou se regardant simplement avec une affection indéniable dans les yeux. Je les ai repoussés. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai découvert 2 éléments, une note manuscrite de mon mari et une page de garde portant le titre Dissolution du mariage. En la parcourant, j'ai noté le nom et le numéro de téléphone de l'avocat de Josh. J'ai pris la note. Alice, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la tromperie d'aujourd'hui. J'ai consacré beaucoup de temps à réfléchir à l'apparence et à la conclusion potentielle de nos retrouvailles. Finalement,
j'en ai conclu que nous ne pourrions jamais être sur un pied d'égalité à moins que tu ne vives ce que j'ai enduré le jour de la Saint-Valentin dernier. Le simple fait de l'articuler par écrit ou de le transmettre par message n'aurait pas eu le même impact, et cela n'aurait profité à aucun de nous. L'année dernière, j'ai eu du mal à trouver les mots pour exprimer ma tristesse ou ma déception envers toi. Alors je suis parti. Comme Paul Simon l'a dit il y a 50 ans dans sa chanson, mes mots seraient tombés sur moi comme des gouttes de pluie silencieuses, et sûrement les tiens aussi. J'ai déterminé que le silence était la nécessité mutuelle. Par conséquent, je me suis engagé dans une direction différente et j'ai commencé une nouvelle vie, si ce n'est entièrement permanente. C'est là et ainsi que j'ai rencontré Tiffany. Elle a facilité ma guérison et l'obtention de la clarté. Parfois, elle t'a même défendu. Je ne vais pas t'accabler de détails. Les photos devraient suffire. Si, après avoir regardé les photos et lu ceci, tu conserves un quelconque intérêt pour la possibilité d'une réconciliation, appelle ce numéro, et nous pourrons fixer une date et une heure authentique pour une conversation. Je ne m'attends pas à ce que le pardon vienne facilement de l'un ou l'autre. Cependant, je suis là si tu souhaites tenter le coup. Josh. Après l'avoir lu, j'ai posé la lettre de côté. J'ai observé que le numéro qu'il indiquait était différent de celui que nous avions utilisé récemment pour les textos. Pendant un bref instant, une vague de soulagement m'a envahi. Une chance existait encore, mais cette joyeuse anticipation a été rapidement éclipsée par un sombre nuage de réalité. Josh m'avait démontré avec une précision douloureuse ce que je lui avais infligé. J'ai ressenti ce qu'il avait ressenti, ce que j'avais fait à cet homme, mon propre mari, il me l'avait maintenant rendu. Moi. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose. Je ne pourrais jamais être avec quelqu'un capable d'infliger la même ampleur de douleur que celle que j'avais causée. Le même genre de douleur qu'il venait de m'administrer si efficacement. Il restait un professeur, et j'étais toujours en train d'être éduqué. Et je savais sans l'ombre d'un doute que je ne pourrais jamais aimer sincèrement un homme capable de frapper mon cœur et mes émotions de manière aussi froide et cruelle. Et je devrais vivre avec moi-même pendant longtemps en sachant que j'étais aussi ce genre de personne. La dernière chose que nous méritions était l'un l'autre. C'est alors que j'ai réalisé que je ferais mieux de consacrer mon temps à l'introspection et à apprendre à devenir une meilleure personne avant de pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un d'autre avec son cœur. Un bref instant, ma voix intérieure m'a intimé de ne pas céder aussi facilement. J'ai repris les photos et les ai scrutées attentivement. Josh semblait heureux avec cette femme, Tiffany. À travers la pluie, c'était aussi clair de l'autre côté de la rue que sur ces photos d'une netteté cristalline. Le cœur lourd et un soupir s'échappant de mes lèvres, je me suis assise en silence pendant près de 20 minutes. Finalement, le conflit interne de mes pensées s'est apaisé. Il n'avait pas perdu, ni menti. En réalité, il m'avait fait un cadeau. J'ai pris mon téléphone et commencé à taper un message. Je l'ai effacé à nouveau, puis je me suis décidé pour ce que je voulais vraiment dire. Merci, ai-je tapé, ajoutant un émoji triste puis un émoji déterminé. Je n'ai attendu que quelques minutes. De rien. J'espère que tu auras une bonne vie, Alice. J'ai l'intention d'appeler l'avocat. Malgré le contrat de mariage, j'ai été plus qu'équitable. Ce n'est que de l'argent, et j'en ai largement les moyens. J'espère que tu as tiré des leçons de tout cela, mais ce n'est pas à moi de m'y attarder. Je me souviendrai toujours de toi. Il se souviendrait toujours. Sans tendresse, sans sentiment. Juste se souvenir. Quant à moi, il me faudrait beaucoup de temps avant de pouvoir l'oublier. Je me suis dirigé vers le comptoir pour me verser un autre verre de vodka. Et, un bref instant, je me suis permis d'espérer qu'un jour, peut-être dans un futur lointain, je serai capable d'apprécier à nouveau la Saint-Valentin.